Notre médecine moderne, elle traite très souvent le corps humain comme un simple moteur à combustion. L'équation, elle semble d'une logique implacable, en fait. On y met des calories, on brûle cette énergie et on rejette des déchets. Ouais, c'est la vision très mécanique qu'on a depuis des décennies. Exactement. Mais les documents qu'on passe au crible aujourd'hui pour notre exploration avancée avancent une thèse franchement vertigineuse qui balaye totalement cette vision. Selon ces sources, l'humain serait en réalité une antenne, un système ouvert, Un processeur hybride même. voilà, nourri par la lumière et les fréquences. Donc, au cours de cette plongée au cœur de nos sources, on va décortiquer une longue réflexion scientifique et philosophique adressée à un certain Patrick. L'objectif de l'auteur, c'est d'intégrer ce qu'il appelle la vision de l'humain hybride dans un projet de communauté autonome. Les fameuses ULL, les unités locales libres. C'est ça. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre l'architecture de cette pensée radicale. Je précise bien, on n'est pas là pour valider ou rejeter la critique sociétale qu'elle contient. L'idée, c'est d'analyser la mécanique de cette théorie de manière totalement neutre, telles qu'elles sont présentées. Et je peux vous dire que c'est une architecture intellectuelle extrêmement dense, hein. Ce qui frappe direct à la lecture de ce document, c'est son refus catégorique de cloisonner les disciplines. Ouais, l'auteur mélange vraiment tout. Exactement. Pour argumenter en faveur de cet humain hybride au sein des ULL, le texte croise la biophysique quantique, les neurosciences et la sociologie comportementale. L'idée centrale, en fait, c'est de redéfinir notre métabolisme, non plus seulement comme un processus chimique, mais vraiment comme un traitement constant de données et d'énergie. Bon, décortiquant tout ça, la première brique de cette redéfinition s'attaque à ce que la source appelle notre programmation. Le texte, il utilise carrément l'analogie informatique. Hmm. Le matériel et le logiciel. Ouais. Donc en gros, on est avec un matériel, un hardware, qui est notre cerveau, mais le logiciel, lui, il est installé par l'environnement externe. C'est un peu comme un smartphone, en fait, livré avec des applications par défaut qu'on n'a pas du tout choisies. C'est une super analogie, ouais. Et scientifiquement, ça renvoie à l'épigénétique. L'épigénétique, oui, cette capacité de notre mode de vie à allumer ou éteindre l'expression de nos gènes. Le stress, l'alimentation, nos émotions, tout ça agit comme des interrupteurs. Exactement. Mais là où la source va beaucoup plus loin, c'est qu'elle mobilise le concept d'habitus du sociologue Pierre Bourdieu. Et c'est là que le pont entre les disciplines se fait. Et là, j'avoue, j'ai bloqué un peu. Je suis fascinée par l'analogie du logiciel, mais l'habitus de Bourdieu, c'est un concept purement sociologique. Comment ce texte justifie le grand écart intellectuel entre une norme sociale abstraite et une reprogrammation biologique réelle de nos cellules? C'est justement là que réside la bascule du document. L'auteur ne sépare pas la norme sociale de la réponse biologique. L'argument, c'est que l'environnement socio-culturel génère des signaux qui sont perçus par notre système nerveux. Donc, le corps traduit la société. C'est ça. Si une société valorise la compétition acharnée et diffuse l'idée d'un manque perpétuel, le cerveau ne perçoit pas ça comme une simple idée philosophique. C'est traduit chimiquement en signaux de survie. Ah ouais, avec l'amygdale qui s'active? Exactement. Le système nerveux sympathique prend le relais et, via la neuroplasticité, les réseaux neuronaux associés à la peur et à la prédation se renforcent physiquement dans notre cerveau. C'est fou. Le récit social devient littéralement de la chair. La norme externe crée le réseau neuronal interne. Ouais, l'habitus sociologique est téléchargé sous forme de câblage neurologique. Et c'est là qu'intervient la solution proposée par la source, la philosophie Later-Eco. La Terreco, oui. Voilà. En s'appuyant sur cette même plasticité, la source affirme que l'individu est programmé, certes, mais pas condamné. Il peut devenir le hacker de sa propre vie. Donc, désinstaller les programmes obsolètes. C'est exactement l'idée. Identifier ces lignes de code de stress, de manque, pour installer volontairement de nouveaux protocoles, mais basés sur la coopération. D'accord. Mais si nous avons un logiciel et un matériel, il faut bien quelque chose pour faire tourner la machine. Ce qui nous amène à la redéfinition du métabolisme. Parce que la source suggère que notre carburant n'est pas celui qu'on croit. Hmm, Pas seulement des calories, c'est clair. Bah oui, on sait que nos mitochondries fabriquent de l'énergie à partir du glucose. Mais l'auteur affirme qu'on est avant tout des mangeurs de fréquences. C'est quoi ce métabolisme étendu? Ce qui est passionnant ici, c'est que la source s'appuie très spécifiquement sur les travaux du biophysicien Pritz-Ambert-Popp. Il a travaillé sur les biophotons. En biologie classique, l'émission de lumière par les cellules s'est vue comme un sous-produit anecdotique. Un déchet lumineux, en gros. Voilà. Mais Popp, lui, a démontré que notre ADN emmagasine et émet des photons de lumière ultra faibles.
Et dans la vision de notre texte, cette lumière agit comme un réseau de fibres optiques internes pour la communication cellulaire. Attendez, quoi? Donc nos cellules ne communiquent pas seulement par des réactions chimiques, elles s'envoient de la lumière pour se coordonner. Aussi fou que ça paraisse. Oui. Les biophotons transmettent des informations sur l'état de santé à la vitesse de la lumière. Donc le métabolisme, il ne se contente pas de brûler des calories, il traite de l'information lumineuse. C'est pour ça que le document insiste tant sur l'héliotropisme et le contact avec les éléments. Tout à fait. Et il aborde le fameux concept du earthing, la mise à la terre. Alors ça, il faut qu'on s'y arrête. Parce que l'idée de dire qu'enlever ses chaussures dans l'herbe permet de réguler l'inflammation, ça sonne très médecine alternative, un peu magique, non? Mais le texte décrit ça de manière purement biophysique. Ah oui, c'est strictement physique. C'est une question de transfert d'électrons. Notre mode de vie moderne, avec nos semelles en plastique, nous isole. Ça favorise l'accumulation d'une charge électrostatique positive dans le corps. Ce qu'on appelle les radicaux libres, c'est ça? Exactement. Des atomes instables à qui il manque un électron. Et du coup, ils arrachent cet électron à nos cellules saines, ce qui crée de l'inflammation. D'accord. Un vol d'électrons qui détruit nos tissus. Ouais. Or, la Terre maintient une charge électrique négative infinie. Elle regorge d'électrons libres. Le contact physique, le earthing, permet à ces électrons de remonter dans notre corps et de neutraliser les radicaux libres. C'est comme brancher une prise de terre électrique pour éviter la surchauffe. Donc se promener pieds nus dans l'herbe n'est pas juste agréable, c'est littéralement se brancher sur une prise de terre raide. C'est fascinant. Surtout que le texte ajoute aussi la notion d'éther comparée au champ du point zéro en physique quantique, où l'humain puiserait de la cohérence structurale. De l'information pure, oui. Mais comment ça s'articule avec ce qui se passe à l'intérieur de notre tête? Si on est ce terminal branché sur la Terre et la lumière, quel est le rôle de nos pensées là-dedans? Eh bien, la frontière entre l'extérieur et l'intérieur est très poreuse. Et c'est là qu'entre en jeu la dynamique psycho-vibratoire. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le carburant émotionnel. L'émotion comme énergie en mouvement, la fameuse émotion. Exactement. Le document détaille la chimie des sentiments. Une synergie de groupe ou une relation amoureuse libère de l'ocytocine, de la dopamine, des endorphines. De la neurochimie classique en somme. Oui, mais la source va plus loin. Elle affirme que ces molécules ne sont pas que des messagers psychologiques, elles changent littéralement la tension superficielle de nos cellules. Attendez, quel est le lien mécanique entre l'ocytocine et la tension d'une cellule? Ça se passe au niveau de la bicouche lipidique de nos cellules. Sous l'influence de l'ocytocine, la membrane maintient une tension forte et stable. Ça la rend mécaniquement beaucoup plus difficile à pénétrer pour un virus. À l'inverse, avec le cortisol du stress, cette tension s'effondre. La cellule devient poreuse. Oh waouh! Donc l'émotion sculpte vraiment notre système immunitaire et c'est là que le texte sort son argument ultime, l'effet placebo. Le placebo et le nocebo, oui. C'est la preuve ultime de notre programmation. Habituellement, on voit le placebo comme une anomalie clinique. Mais là, la source le présente comme le fonctionnement normal. Parce que le cerveau ne différencie pas une expérience réelle d'une croyance profonde. Si le programme interne croit à la guérison, parce qu'un médecin en blouse blanche a donné une pilule de sucre, le corps produit sa propre pharmacopée. En fait, notre cerveau est la plus grande usine pharmaceutique du monde et c'est la croyance qui appuie sur le bouton production. C'est exactement ça. Mais le revers de la médaille, c'est le nocebo. Si la croyance en la guérison guérit, la conviction d'un danger crée du poison. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si nous sommes si facilement programmables, la question vitale que pose le mouvement La Terre Éco, c'est, et là je cite, qui tient la console de programmation? Et là, on rentre dans l'analyse sociétale du texte. Et je précise, de manière factuelle, l'auteur critique le système actuel, qu'il appelle la pyramide. Un système qui, selon lui, utiliserait justement cet effet nocebo. Voilà. En maintenant une atmosphère de peur, de stress et de rareté, le système nous programmerait à la maladie et à la dépendance, bridant notre neuroplasticité. Bon, alors selon l'auteur, comment on fait pour reprendre le contrôle de cette console? Il propose 3 piliers de rééquilibrage. Le premier, c'est l'alimentation consciente. Et attention, pas juste manger équilibré. Oui, on revient au biophotons. Exact. Choisir des sources d'énergie vivantes qui contiennent une structure photonique intacte plutôt que des calories mortes issues de produits ultra transformés. D'accord. Ensuite, l'environnement vibratoire. S'exposer au vivant.
L'éther, l'air, l'eau et bien sûr le earthing qu'on a mentionné. Et le troisième pilier, c'est la communication éthique. Et là, j'ai été surprise. Le texte préconise d'utiliser les accords Toltec pour éviter les bugs relationnels. Mêler de la sagesse amérindienne à de la biophysique, c'est inattendu. Ça paraît perché, mais l'explication est physiologique. Un bug social, genre prendre une critique personnellement, est perçu par notre cerveau reptilien comme une menace mortelle. Ça génère du cortisol, l'hormone du stress. Et le stress fait s'effondrer la tension des cellules, on l'a vu. Voilà. Donc, utiliser les accords Toltec, avoir une parole impeccable, c'est agir comme un pare-feu. Ça empêche l'effondrement immunitaire lié aux frictions sociales. Un vrai antivirus relationnel. Et cette énergie économisée, elle sert d'amplificateur pour le groupe. Ce qui nous amène à un concept clé de la physique abordé dans le texte, la négonentropie, ou entropie négative. Ouais. L'entropie, c'est le chaos vers lequel tendent les systèmes fermés. La négantropie, c'est la création d'ordre et de vie. Le texte avance que la vibration d'un groupe d'humains avec la même intention crée une énergie de cohérence monumentale. Donc, on est passé d'un logiciel piratable à un réseau d'humains générateurs de vie. C'est vraiment la conclusion bouleversante de ce texte si l'on relit tout ça. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, oui, c'est le concept de l'être humain adaptogène dont parle Patrick. Une entité qui n'est pas victime de son milieu, mais qui s'harmonise pour transformer la contrainte en opportunité. C'est ça. Le but de l'auteur, en fait, c'est d'intégrer cette vision de l'humain hybride dans un chapitre spécifique sur la santé au sein des ULL. Ça donne une vraie profondeur scientifique à une notion qu'ils appellent la lueur. La lueur, ouais. On ne serait plus de simples consommateurs épuisant les ressources par manque d'énergie, mais de véritables résonateurs de vie. Ou du moins de quoi réfléchir pour ceux qui nous écoutent. Et pour terminer, ça soulève une question vertigineuse. Si, comme le dit ce texte, nous sommes des résonateurs générant des champs d'énergie, quelle est la fréquence que l'on émet de manière totalement involontaire dans la pièce où l'on se trouve en ce moment même? C'est une excellente question à se poser. Et si, sans dire un mot, par la simple résonance de nos propres croyances, l'on était déjà en train de programmer silencieusement le système nerveux des personnes qui nous entourent? Voilà de quoi méditer. Un grand merci pour votre éclairage sur ces documents complexes et à tous ceux qui nous écoutent. Gardez l'esprit grand ouvert. À bientôt!